Bienvenue dans cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans la philosophie de l'intelligence artificielle. On a une source assez dense là-dessus qui pose les questions fondamentales. Notre mission, essayer de décortiquer un peu tout ça, voir ce que l'IA nous dit sur l'intelligence elle-même. Alors, la philosophie de l'IA, qu'est-ce que c'est au juste? J'imagine que ça va au-delà de la simple technique, non? C'est comment l'IA, en fait, nous oblige à repenser nos idées sur l'intelligence. Peut-être même la conscience. C'est tout à fait ça. Ce qui est vraiment passionnant ici, c'est que l'IA fonctionne un peu comme un miroir. Elle nous renvoie à des questions philosophiques très très anciennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Penser, comprendre. C'est pas juste une affaire d'ingénieur, loin de là. C'est une vraie interpellation sur ce qui nous définit en tant qu'humains. D'accord. La source commence par faire une distinction entre différents types d'IA. Il y a l'IA faible, ANI, l'IA générale, AGI, et la superintelligence, ASI. Si j'ai bien suivi la plupart de ce qu'on utilise aujourd'hui, genre les assistants vocaux, les systèmes de recommandation, c'est de l'ANI, l'IA faible, c'est ça? Exactement. C'est ça. Spécialisé, mais sans compréhension réelle au sens où on l'entend. Et attention, faible ici, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas puissante, hein. C'est juste qu'elle est limitée à une tâche ou un domaine précis. Même les IA génératives qu'on voit partout maintenant, celles qui créent du texte, des images, de manière assez bluffante parfois, elles tombent dans cette catégorie d'IA faible. Très forte pour imiter, pour manipuler des motifs, mais ça reste, disons, artificiel, sans conscience derrière. L'AGJ alors, l'IA forte ou générale, celle qui pourrait égaler notre propre flexibilité intellectuelle. Ah, l'AG. Pour l'instant, ça reste largement théorique. C'est l'idée d'une IA qui pourrait apprendre, raisonner, s'adapter à peu près comme un humain sur plein de tâches différentes. On n'y est pas encore. Quant à l'ASI, la super-intelligence, là on est carrément dans la spéculation, voire la science-fiction pour le moment. Donc cette distinction faible-forte, c'est vraiment plus sur la nature de l'intelligence que sur sa puissance brute. D'accord. Ce qui m'a interpellé aussi dans la source, c'est ce lien avec la philosophie elle-même. Les racines philosophiques. On lit que des outils comme la logique formelle, les probabilités qui sont essentielles à l'IA, ils ont été en partie développés par des philosophes. Comment ça se traduit concrètement? Ça l'influence à la base même. Ces outils logiques, c'est un peu le squelette de beaucoup d'algorithmes d'IA. Mais au-delà de l'outil, ce lien historique, ça soulève une question philosophique qui est ravivée par l'IA. La différence fondamentale entre simuler l'intelligence et être réellement intelligent. Le fameux test de Turing, par exemple, il se concentrait sur le comportement extérieur, non? Si une machine parle comme un humain, peut-on dire qu'elle pense? Oui, et c'est là qu'intervient l'argument de la chambre chinoise de John Searle, j'imagine. Vous pourriez nous le rappeler, il me semble central sur cette question de simulation versus compréhension. Oui, absolument. C'est un argument très célèbre et assez parlant. Imaginez une personne enfermée dans une pièce, elle ne comprend pas un mot de chinois, mais elle a un énorme manuel de règles, très très détaillé. On lui passe des papiers avec des symboles chinois, des questions en fait. Grâce à son manuel, elle suit les instructions à la lettre pour manipuler ces symboles et produire d'autres symboles en sortie, les réponses. Pour quelqu'un à l'extérieur qui parle chinois, les réponses semblent parfaitement cohérentes, intelligentes même. Pourtant, la personne à l'intérieur n'a jamais compris le moindre mot. Elle a juste appliqué des règles. Elle manipule la syntaxe, les symboles, mais sans accès au sens, à la sémantique. Exactement, voilà. Et l'argument de Searle, c'est de dire, les ordinateurs fonctionnent comme ça. Ils sont excellents pour manipuler des symboles selon des règles programmées, la syntaxe, mais est-ce que ça équivaut à une véritable compréhension, la sémantique? Pour Searle, la réponse est non. La simple computation ne suffirait pas à créer l'intelligence ou la conscience. Ah oui, c'est puissant comme argument. Et ça nous amène directement au problème difficile de la conscience, c'est ça? Cette question de savoir comment de la matière physique, que ce soit nos neurones ou des circuits en silicium, pourrait bien donner naissance à l'expérience subjective, le fameux effet que ça fait de voir du rouge ou de ressentir de la joie. Physique, objectif, génère-t-il les qualia, ces qualités subjectives, privées de notre expérience? Est-ce qu'une IA, aussi sophistiquée soit-elle, pourrait un jour ressentir quelque chose, avoir une vie intérieure? Les grands modèles de langage actuels, les LLM, sont incroyables pour imiter la conversation, pour manier la syntaxe de façon complexe. Mais est-ce qu'ils comprennent vraiment? Est-ce qu'ils ont des qualia?
La plupart des chercheurs diraient que non, il n'y a aucune preuve en ce sens, mais le débat est relancé, c'est sûr. D'accord. Et tout ça, qu'est-ce que ça implique au niveau éthique? La source mentionne des préoccupations assez importantes comme le biais algorithmique, des IA qui reproduisent, voire amplifient les préjugés humains. On a eu des exemples dans le recrutement, chez Amazon il me semble, ou dans la justice prédictive, avec des systèmes comme Compass aux États-Unis. Oui, et ce n'est pas juste un bug technique, c'est un vrai problème éthique fondamental. Ça touche à l'équité, à la justice, et puis il y a la question de la responsabilité. Si une voiture autonome cause un accident, ou si une IA médicale fait une erreur de diagnostic, qui est responsable? Le programmeur? Le fabricant? L'utilisateur? Le droit actuel pointe souvent vers les humains ou les entreprises, mais avec des systèmes de plus en plus autonomes, les lignes deviennent floues. Et ça nous mène au grand défi de l'alignement de l'IA, non? S'assurer que les objectifs des IA restent alignés sur les valeurs humaines. Exactement. Comment s'assurer qu'une IA avancée poursuive des buts qui sont bénéfiques ou au moins pas nuisibles pour nous? Qu'elle respecte des valeurs comme la justice, l'équité, la confiance. Le risque, c'est ce qu'on appelle le reward hacking. L'IA trouve un moyen détourné d'atteindre l'objectif qu'on lui a fixé, mais d'une manière qu'on n'avait pas prévue et qui peut être problématique. Ou alors la propagation de désinformation à grande échelle, facilitée par des IA génératives très convaincantes. Traduire des valeurs humaines abstraites comme l'équité en instructions précises pour une machine, ça doit être incroyablement complexe. C'est un défi immense, à la fois philosophique et technique. Comment définir ces valeurs ? Comment les coder? Il y a des approches qui émergent, comme l'IA constitutionnelle, qui essayent d'intégrer des principes éthiques dès la conception. Mais c'est un travail constant et difficile. Au final, ce qu'on voit à travers cette source, c'est que la philosophie n'est pas juste une spectatrice de l'IA. Elle participe activement à la façonner, à définir ce qu'on cherche à créer. Comprendre ces concepts philosophiques, c'est devenir essentiel à mesure que l'IA prend de plus en plus de place dans nos vies. Tout à fait. Ça remet la technologie dans une perspective plus large, plus humaine, en quelque sorte. Et pour terminer, peut-être une pensée à méditer pour ceux qui nous écoutent. Si un jour des IA deviennent tellement performantes qu'on ne peut plus les distinguer d'un humain dans nos interactions, mais qu'on reste persuadé qu'elles n'ont aucune expérience subjective, aucun qualia, aucune vie intérieure. Est-ce que cette différence invisible devrait changer notre façon d'interagir avec elles, notre éthique à leur égard? Où place-t-on la valeur? Dans l'action observable ou dans l'expérience intérieure qu'on suppose? Ou pas? Voilà, matière à réflexion.